Les premiers génies technologiques de l'humanité furent aussi ses premiers martyrs. Ils prenaient une simple pierre verdâtre et, sous les yeux de toute la tribu, la transformaient en un soleil liquide. On les vénérait comme des magiciens, comme ceux qui avaient dérobé le feu aux dieux. Mais les squelettes de ces magiciens, découverts par les archéologues, racontent une autre histoire, celle d'une mort lente et atroce. L'empoisonnement chronique à l'arsenic contenu dans le minerai les rongeait de l'intérieur. Leurs os devenaient fragiles, leurs cheveux tombaient, leurs corps étaient une prison de douleur constante, leur haleine sentait l'ail. Pour leurs congénères, c'était le signe d'un lien avec le monde souterrain, avec les esprits de la terre. Pour nous, c'est le symptôme infaillible d'un empoisonnement. L'acquisition du pouvoir sur la matière exigea un sacrifice. Mais quel était le véritable prix de ce don maudit? Pas seulement les vies brisées des premiers métallurgistes. Ce prix n'était qu'un début. Le véritable sacrifice ne fut pas celui des hommes, ce furent les dieux qui le firent. Cela nous amène à une première question. Comment des cultures entières, qui avaient prospéré pendant des siècles en Europe, ont-elles disparu en seulement 200 ans, tandis que de petites tribus détenant le secret du métal conquéraient le continent? Nous révélerons la réponse à cette question dans la 6e partie de notre enquête. Et une deuxième question, encore plus étrange. Pourquoi l'homme a-t-il créé une épée de bronze, nécessitant le traitement de 100 kilogrammes de minerai? Son prix dépassait les réserves de nourriture annuelles d'une famille entière. Pourquoi l'arme est-elle devenue plus importante que la survie? La clé de cette énigme vous attend dans la 5e partie. Ces deux questions sont le code qui, une fois déchiffré, nous permettra de comprendre toute notre histoire. D'ici la fin de ce film, vous aurez 6 clés pour comprendre une loi fondamentale de l'histoire. Toute technologie ne change pas les outils, mais les structures de pouvoir et de croyance. Vous comprendrez pourquoi chaque bond en avant est non seulement une acquisition, mais aussi un sacrifice. Le dilemme du premier métallurgiste, qui a choisi la puissance au détriment de sa santé, se répète aujourd'hui dans nos débats sur l'intelligence artificielle et l'avenir de la planète. Une nouvelle technologie agit comme un fleuve qui se fraie un nouveau lit. Elle ne s'écoule pas sur le paysage des croyances. Elle l'érode et en change la forme à jamais. Et ce voyage commence maintenant. Dans quelques minutes, vous verrez comment une simple pierre verte a déclenché cette réaction en chaîne. Comment une simple pierre verte, trouvée au bord d'une rivière, a-t-elle pu devenir l'objet le plus vénéré et en même temps le plus effrayant dans un monde où la pierre ne signifiait qu'une chose, dureté et fragilité? Imaginez cet instant. Un homme frappe une pépite d'apparence banale. Mais au lieu du bruit sourd avec lequel le marteau de pierre brisait le silex, un son grave et mat retentit. Le coup ne laisse pas d'éclat, mais seulement une bosse, chaude au toucher, comme si la pierre était vivante. C'était une révélation accessible à tous, une pierre qui saigne, mais ne meurt pas. Cependant, la Ötzi, l'homme des glaces retrouvé dans les Alpes, raconte une autre histoire. Il ne s'agit pas d'une pépite de rivière trouvée par hasard. C'est du cuivre pur à 99,7%. Un tel matériau ne témoigne pas d'un miracle, mais d'un accès aux meilleures mines et de la connaissance des technologies de sélection. La magie fut instantanément monopolisée. Le forgeage à froid créait de beaux symboles de pouvoir, mais c'était une impasse technologique. Pour transformer ce trésor en une véritable force, il fallait pactiser avec le feu.
Pourquoi les premiers objets en métal n'étaient-ils pas des pointes de lance mortelles, mais des amulettes rituelles? Le cuivre natif était trop mou, trop rare. L'utiliser pour une arme qui se tordrait au premier combat aurait été une folie. Il était bien plus logique d'en faire un signe de connexion avec le monde des esprits. Mais l'archéologie vient briser cette image harmonieuse. Moins d'1% de toutes les sépultures du néolithique contiennent ne serait-ce qu'un seul objet en cuivre. Et leurs propriétaires sont exclusivement des chefs et des chamans. Le métal n'a pas créé une nouvelle hiérarchie. Il a cimenté l'ancienne, rendant le pouvoir du chef encore plus légitime aux yeux de la tribu. Cela créait l'illusion que le nouveau matériau allait simplement s'intégrer à l'ancien monde. Le métal a débuté non pas comme un destructeur, mais comme un conservateur du pouvoir. Mais l'ancien monde pensait l'avoir domestiqué en le transformant en parure. La réalité, ce n'était que le prélude à la création de l'arme qui allait anéantir ce monde. Imaginez que vous trouviez cette pierre vivante. Un choix s'offre à vous, en faire une parure unique qui élèvera à coup sûr votre statut, ou tenter de forger une pointe de lance, au risque de gâcher ce matériau inestimable. Que choisiriez-vous? Le choix sûr est évident. La parure est une voie claire vers le respect et l'influence au sein du système existant. C'est la voie du conservateur, mais la récompense potentielle du risque change tout. Une seule lance réussie pouvait modifier l'équilibre des forces à la chasse et à la guerre, élevant non seulement son propriétaire, mais aussi tout son clan. C'était le choix entre la récolte garantie d'une céréale connue et la plantation d'une graine sauvage qui pouvait soit ne pas germer, soit porter des fruits d'une puissance inouïe. Ce choix n'était pas hypothétique. Quelqu'un dans l'histoire a choisi le risque, et cela a exigé un nouveau savoir, un savoir sacré qu'il a fallu arracher à la nature par la force. Et vous, quel choix feriez-vous aujourd'hui? Comment une découverte qui apportait la beauté et renforçait l'ordre social a-t-elle finalement conduit à une ère de guerre totale? Le cuivre natif et le forgeage à froid semblaient être un complément harmonieux au monde néolithique. Ils sont devenus des symboles de statut, des objets de rituel, sans perturber l'équilibre. L'homme semblait avoir trouvé un matériau merveilleux qui ne faisait qu'embellir son monde. Mais c'était une illusion. Le problème n'était pas la quantité de cuivre, mais son potentiel même. La connaissance qu'une pierre pouvait être malléable a changé la pensée à jamais. Elle a engendré une soif de plus. Non seulement plier, mais fondre, couler, créer des formes parfaites. La transition de la première parure en cuivre à la première arme en cuivre a pris, selon les estimations, moins de 10 générations. Le potentiel de destruction était inscrit dans le tout premier coup porté à la pépite. Il pensait maîtriser la pierre. Mais la pierre attendait le feu pour commencer à les maîtriser. Qu'est-ce qui a poussé l'homme à pactiser avec le feu, sachant que ce métier le tuerait lentement et douloureusement? La première fonte était un rituel sacré. Dans le vrombissement du four primitif, cet estomac artificiel qui digérait la pierre, le minerai mort se transformait en un soleil liquide. Le métallurgiste n'était pas un artisan, mais un prêtre accomplissant un miracle. Mais l'archéologie brosse un autre tableau. Des montagnes de scories, les restes de fours misérables et l'arsenic omniprésent. Ce n'était pas de la magie, c'était un travail sale, dangereux et mortel. Chaque lingot de cuivre était payé par une parcelle de la vie de l'artisan. La connaissance de la fonte
était un don maudit. Ils étaient à la fois une bénédiction et une malédiction ambulante pour leur peuple. Mais même ce cuivre toxique restait trop mou. Pour conquérir le monde, il fallait franchir une étape suivante, encore plus dangereuse. Comment un seul homme, qui n'était ni chef ni chaman, a-t-il pu obtenir un pouvoir comparable à la force des éléments? La première fonte réussie était perçue comme un acte de création, la naissance de l'ordre à partir du chaos. Le métallurgiste devenait une divinité vivante. Mais les données des fouilles détruisent ce mythe. Sa fonderie se trouvait à des centaines de mètres du village, créant une frontière physique entre le monde ordinaire et le monde sacro-dangereux. On le vénérait, mais on le craignait. Il était tragiquement seul dans sa puissance, et son atelier est devenu le premier établissement scientifique fermé de l'histoire. Il n'a pas seulement créé du métal, il a créé un précédent. Par la force de son esprit, l'homme peut changer l'essence même de la nature. Tandis que le chaman implorait la clémence des esprits, le métallurgiste arrachait son pouvoir à la pierre. Ce fut le premier. Coup, le plus puissant, porté au pouvoir des dieux. Sachant que l'arsenic contenu dans le minerai les tuait, pourquoi les métallurgistes se sont-ils mis à rechercher délibérément du minerai qui en contenait encore plus? La réponse est simple. Le cuivre pur était trop mou. Les armes fabriquées avec se tordaient au combat, créant un plafond technologique. Mais l'expérience a montré que le cuivre de certaines mines était bien plus dur. L'ajout de seulement 2% d'arsenic doublait sa résistance. Ce fut le premier alliage artificiel de l'histoire, le bronze arsénié. Et ce fut un choix froid et pragmatique. La supériorité technologique en échange d'une mort encore plus rapide et atroce. Les masques rituels qu'il portait peut-être ne les protégeaient pas des vapeurs toxiques. La soif de pouvoir a supplanté l'instinct de survie. Mais même cet alliage n'était qu'une solution temporaire. Pourquoi, après avoir appris à créer du métal, l'humanité ne s'est-elle pas arrêtée, mais a-t-elle poursuivi ses dangereuses expériences? À ce stade, le cuivre et ses alliages toxiques donnaient un avantage, mais pas un avantage absolu. La réalité, c'est que les tribus voisines maîtrisaient aussi cette technologie. La première course aux armements de l'histoire avait commencé. Pour prendre de l'avance, il ne fallait pas seulement un bon matériau, mais une arme parfaite. La mollesse, la toxicité des alliages et la rareté du minerai. Ces trois problèmes devaient être résolus. L'humanité avait appris à créer du métal, mais ce n'était qu'un outil. Pour changer le monde, il fallait un alliage capable de porter la mort sans tuer son créateur. Ils ont trouvé sa recette, mais ses ingrédients étaient dispersés sur tout le continent, déclenchant non seulement une technologie, mais les premières guerres mondiales. Comment une seule hache de bronze a-t-elle pu dévaloriser instantanément la sagesse d'un chef qui avait régné pendant des décennies? La recette était simple, du cuivre plus de l'étain. Le nouvel alliage, le vrai bronze, était dur, gardait son tranchant et ne brisait pas son propriétaire par le poison. Il semblait n'être qu'un meilleur outil. Mais les chiffres détruisent cette illusion. Le prix d'une seule épée dépassait les réserves de nourriture annuelles d'une famille entière. Ce n'était pas une arme pour tous, mais l'équivalent d'un chasseur à réaction moderne pour une nouvelle élite. Imaginez le duel. Le vieux chef, avec sa hache de silex, contre le jeune guerrier, avec une hache de bronze. On entend un cliquetis métallique, haut et clair, contre la pierre, puis un craquement sourd. L'air sent l'ozone et la poussière de silex brisée. C'est l'odeur de la fin d'une ère.
Gagner un duel était facile. Il était bien plus difficile de mettre en place une production d'armes qui exigeait le contrôle de tout un continent. D'où venait cette demande irrationnelle de métal, qui poussait les gens à dépenser plus pour des armes que pour de la nourriture? La logique était brutale. Si vos voisins se dotèrent du bronze, vous aviez deux options, en acquérir aussi, ou être anéanti. La survie est devenue synonyme de possession de la technologie. Mais cela a fonctionné comme une fissure dans un pot d'argile qui sèche. Partie d'un point, elle s'est inévitablement étendue à toute la surface. L'archéologie montre une croissance explosive de la production d'armes dans toute l'Europe. C'était la première course mondiale aux armements. L'épée de bronze n'a pas seulement créé une demande, mais une dépendance systémique. Des sociétés entières ont restructuré leur économie dans un seul but, acheter ou fabriquer des armes. C'est à cette période qu'apparaissent les premiers villages fortifiés. La peur est devenue le moteur du progrès. Mais une nouvelle arme exigeait de nouveaux soldats. Comment un simple changement dans le matériau d'une arme a-t-il conduit à une réorganisation complète de la société? Avant le bronze, la guerre était une affaire d'individus. Chaque chasseur était un guerrier. Mais les peintures rupestres de cette époque montrent une autre image. Des guerriers en rang, avec des lances et des boucliers standardisés. L'efficacité de la nouvelle arme ne se révélait qu'en formation, ce qui exigeait discipline et entraînement. La guerre est devenue professionnelle. L'épée de bronze a donné naissance aux soldats professionnels. Et une armée nécessite un entretien, une hiérarchie et un chef. Ainsi naquit une nouvelle caste, les guerriers, qui ne produisent pas de nourriture, mais ne font que la consommer. Pour devenir un maître de la lance en formation, il fallait au moins 1000 heures d'entraînement. C'est le temps qu'un agriculteur aurait consacré à cultiver les réserves de céréales d'une année. L'épée a divisé le monde entre ceux qui possédaient la technologie et ceux qui en deviendraient les victimes. Pourquoi une avancée technologique, qui aurait dû améliorer la vie, est-elle devenue un instrument de génocide? La création de l'alliage parfait et la naissance d'armées professionnelles semblaient être le triomphe de l'esprit humain. Mais l'archéologie dit le contraire. Plus de 90% des villages néolithiques qui se trouvaient à l'écart de la voie du métal ont été détruits. Le progrès pour les uns signifiait un arrêt de mort pour les autres. L'analyse génétique des restes montre qu'à cette période en Europe, les lignées de chromosomes Y masculins des populations locales ont été presque entièrement remplacées par celles des nouveaux arrivants qui maîtrisaient le métal. L'épée de bronze a créé un fossé infranchissable. Le monde s'est divisé en un centre technologique et une périphérie exploitée. Et pour maintenir cet ordre, une nouvelle guerre silencieuse a commencé. La guerre pour le contrôle des mines et des routes commerciales. Pourquoi le pouvoir est-il soudainement passé des sages anciens et des braves guerriers à des chefs cruels qui, souvent, ne participaient même pas aux batailles? La réponse se trouve dans la géologie. Le cuivre et l'étain, les deux composants du bronze parfait, ne se trouvent presque jamais ensemble. La production d'armes dépendait d'une logistique extrêmement complexe. Une caravane transportant de l'étain de la Cornouaille britannique jusqu'en Crète parcourait plus de 4000 kilomètres par terre et par mer. C'était la première économie mondiale qui a engendré une richesse inouïe et les premiers oligarques. Cette richesse a donné naissance à un nouveau type de chef, non pas le chef guerrier, mais le roi logisticien.
Son pouvoir était absolu, car il ne contrôlait pas l'épée, mais le monopole de sa production. Mais qu'advenait-il de ceux qui se trouvaient en dehors de ces routes de la soie de l'âge du bronze? Comment pouvons-nous voir cette révolution sociale en regardant simplement la façon dont les gens enterraient leurs morts? Les sépultures du néolithique présentent un mobilier modeste, des outils en pierre, des poteries en argile. Les chefs et les simples membres de la communauté étaient enterrés de manière similaire, créant l'illusion d'une société harmonieuse. Mais voici la tombe du chef de Löbingen, datée de 1940 avant notre ère. Elle contient plus d'or et d'armes en bronze que tous les villages environnants réunis. Le métal n'a pas seulement créé des riches, il a créé un abîme entre l'élite et le peuple. L'analyse des ossements le montre, l'élite se nourrissait bien mieux et vivait plus longtemps. Ce n'était pas seulement une inégalité de richesse, mais une inégalité de vie même. Mais comment cette nouvelle élite maintenait-elle son pouvoir sur les masses mécontentes? Au moment où la société s'est divisée entre guerriers et producteurs, qui détenait réellement le pouvoir? Celui qui tenait l'épée ou celui qui la créait? Le système semblait stable. Le roi et sa troupe protégeaient la tribu, percevant un tribut des agriculteurs. Les métallurgistes occupaient une position spéciale, isolée, en fournissant les armes. Mais cette stabilité était une illusion. Les guerriers dépendaient entièrement des technocrates. L'arrêt du travail d'une seule fonderie pouvait désarmer toute une armée face à l'ennemi. Cela engendrait une tension constante. Les rois cherchaient à soumettre les détenteurs du savoir, tandis que les métallurgistes pouvaient saboter la production. Leur relation ressemblait à une balance. Le roi mettait sur son plateau la force et l'or, mais le métallurgiste contrôlait le point d'appui même. Et qui est le plus important aujourd'hui? Le gouvernement qui prend les décisions, ou les ingénieurs qui créent les technologies qui déterminent notre avenir? Pourquoi l'apogée des premières villes et royaumes mondiaux coïncide-t-elle avec la disparition massive de dizaines d'autres cultures? Le métal a créé la richesse, une nouvelle élite et des réseaux commerciaux complexes. De ce point de vue, ce fut une ère de prospérité sans précédent. Cependant, pour chaque participant à cette économie mondiale, il y en avait 10 qui étaient laissés pour compte. La prospérité s'est construite sur leur ruine. Cette médaille brillante avait un revers sombre. Deux mondes coexistaient, l'un, celui des palais et du bronze, l'autre, celui des villages en voie d'extinction. Pour chaque royaume florissant de l'âge du bronze, il y avait des dizaines de tribus rayées de la surface de la terre. Nous avons vu l'histoire des vainqueurs. Il est maintenant temps d'entendre le cri des vaincus. Comment des régions entières d'Europe, prospères depuis des milliers d'années, se sont-elles soudainement transformées en un désert démographique avec l'arrivée de l'âge du bronze? S'agissait-il d'une migration de masse, d'une épidémie, ou de quelque chose de plus sinistre? L'explication simple semble évidente. Un effondrement économique. Les sociétés sans accès au métal n'ont tout simplement pas résisté à la concurrence. Leurs outils en pierre sont devenus inefficaces. Les routes commerciales se sont déplacées vers les gisements de minerais. Leur culture s'est retrouvée isolée et s'est lentement éteinte. Mais les strates archéologiques racontent une autre histoire. Plus de 90% des villages néolithiques éloignés des mines n'ont pas été simplement abandonnés, mais détruits. Des couches de cendres, des armes brisées et des traces de fosses communes indiquent non pas un déclin, mais une destruction violente. Ce ne fut pas une migration, mais une catastrophe démographique. Les haches de pierre
gisent à côté des pointes de flèches en bronze dans les corps des défenseurs. C'était la première guerre d'extermination de l'histoire, où le retard technologique est devenu un arrêt de mort. Et ce mécanisme était si efficace que sa prochaine cible ne furent pas seulement les hommes. La véritable menace pesait sur ce qui semblait éternel, les dieux eux-mêmes. Que ressent le guerrier le plus fort de la tribu, lorsque son coup le plus puissant, affiné par des années d'entraînement, ricoche simplement sur le bouclier de bronze lisse d'un étranger? La tribu se prépare à la défense, s'appuyant sur son expérience, la connaissance du terrain, la supériorité numérique, les pièges. Le chaman accomplit des rituels, invoquant les esprits des ancêtres pour obtenir leur protection. Les gens croient que leur courage et l'aide des dieux leur permettront de vaincre les quelques envahisseurs. Mais le combat commence et le tableau change. Les flèches de pierre se brisent sur les casques de bronze. Les boucliers de bois volent en éclats sous les coups des haches de bronze. Les adversaires sont en infériorité numérique, mais chacun d'eux en vaut 10. Leurs meilleurs guerriers tombent sans même avoir pu blesser l'ennemi. Le point culminant, un son métallique, haut et pur, après lequel la lame d'obsidienne, fierté de la tribu, vole en centaines d'éclats noirs, comme de l'eau gelée. Ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est l'effondrement de toute leur foi. Et cette défaite fait naître une question. Pourquoi les esprits nous ont-ils abandonnés? Comment des groupes petits, mais technologiquement avancés, ont-ils pu, tel un virus, conquérir des régions entières où leurs adversaires les surpassaient en nombre par dizaines? La réponse semble complète. Ils avaient de meilleures armes. La qualité a vaincu la quantité, mais la réalité était bien plus complexe, et il ne s'agissait pas seulement de la qualité des armes, mais de leur production. En conquérant un territoire doté d'une mine de cuivre, les vainqueurs obtenaient assez de métal pour armer non pas une, mais 10 nouvelles troupes. Chaque victoire n'éliminait pas seulement un ennemi, elle renforçait de manière exponentielle les conquérants eux-mêmes. Ce processus ressemble à la propagation d'un incendie. Le territoire conquis n'était pas seulement un foyer de résistance éteint, mais une nouvelle brassée de petits bois qui rendait la flamme des conquêtes encore plus grande et plus ardente. La vague de conquête s'est propagée précisément depuis les points où se trouvaient les gisements de cuivre et d'étain. Mais le changement le plus important, le métal ne l'a pas produit sur le terrain, mais dans l'esprit de l'homme, préparant la voie au coup final, contre les dieux eux-mêmes, ayant acquis le pouvoir quasi divin de créer des armes capables d'anéantir des peuples entiers. Pourquoi l'homme n'est-il pas devenu encore plus religieux, remerciant les dieux pour ce don? Il aurait été logique de créer de nouveaux cultes dédiés au métal. Le métallurgiste aurait dû devenir le grand prêtre, et le pouvoir du chef, à la hache de bronze, aurait dû être considéré comme accordé par les dieux de la guerre. Cependant, la réalité fut différente. Plus l'homme tirait de pouvoir du métal, moins il avait besoin d'intermédiaires. Le rituel a cédé la place à la technologie, la prière au plan. Le succès de la fonte ne dépendait pas de la volonté des esprits, mais de la bonne température et de la composition du minerai. Le pouvoir est devenu prévisible, contrôlable et, surtout, créé de mains d'hommes. Il n'était plus un don du ciel, mais le résultat du savoir humain. Pour la première fois, l'homme a regardé le monde non pas comme un suppliant impuissant face aux éléments, mais comme un maître.
Nous avons vu comment le métal a changé l'équilibre des forces entre les hommes. Il est maintenant temps d'assister à la dernière bataille, la bataille pour l'âme de l'homme. Pourquoi le plus grand des dons, capable de transformer l'homme en créateur, est-il devenu un arrêt de mort pour les dieux? Imaginez cette scène. Le chaman, dont le pouvoir réside dans sa connexion avec les esprits, commence un rituel. Il promet la protection des ancêtres. Face à lui se tient le chef avec sa hache de bronze, dont la force est tangible et mortelle. La tribu regarde, choisissant de quel côté se trouve l'avenir. Le chaman danse, invoque les esprits, fait des sacrifices, et puis le silence. Rien ne se passe. Le chef est indemne. Sa hache brille toujours. C'est la faillite publique de tout le système spirituel. Les regards des membres de la tribu, encore pleins de crainte une minute auparavant, sont maintenant vides. Ce n'est pas de l'incrédulité. C'est une déception froide et étouffante. Des dieux qui ne peuvent protéger d'une lame de bronze sont inutiles. La foi n'est pas morte. Elle a muté, donnant naissance au panthéon des dieux guerriers et des dieux forgerons qui sont encore avec nous aujourd'hui. Pourquoi le contrôle de la matière réduit-il le besoin de spiritualité? À l'âge de pierre, tout dépendait de la grâce des esprits, une chasse fructueuse, la pluie, l'absence de maladie. L'homme était en position de suppliant. Son principal outil était la prière. C'est un monde où tout est régi par des forces supérieures, incontrôlables. La métallurgie a proposé un autre modèle. Le résultat de la fonte ne dépendait pas de l'humeur de l'esprit du feu, mais de la température, de la qualité du minerai, des proportions de l'alliage. Le succès s'est devenu reproductible. L'homme a découvert que pour obtenir un résultat, il était plus efficace d'agir selon une technologie que de prier. L'ancien monde fonctionnait comme un filet de pêche. L'homme le jetait et espérait une prise. Le nouveau monde fonctionnait comme un tamis. L'homme prenait lui-même le minerai et séparait le précieux du vide selon des règles qu'il connaissait. Pour la première fois, il a retiré Dieu de l'équation de sa survie. Autrefois, l'homme disait « Que ta volonté soit faite ». Maintenant, il disait « Que mon plan soit exécuté ». Pourquoi, avec le développement de l'artisanat, les panthéons de dieux de toute l'Eurasie sont-ils soudainement devenus agressivement masculins? Avant le métal, la principale valeur était la terre, la récolte, la perpétuation de l'espèce. Les divinités étaient naturelles, souvent féminines. C'était la foi des agriculteurs, reflétée dans des milliers de statuettes de Vénus. Mais avec la propagation du bronze, environ de 3000 à 2500 avant notre ère, un changement radical se produit. Les déesses mères sont remplacées par des dieux du tonnerre, Zeus, Indra, Perun, et des dieux forgerons, Héphaïstos, Vulcain, Svarog. Ce n'était pas une évolution, mais une révolution religieuse. Les nouveaux dieux éteignent le reflet des nouveaux maîtres de la vie. Le pouvoir est passé de ceux qui cultivaient le pain à ceux qui forgeaient les épées. La société a commencé à vénérer non pas la fertilité, mais la force, la technologie et la guerre. Ce choix, fait il y a 5000 ans, a créé la matrice selon laquelle l'humanité vit encore aujourd'hui. Comment le conflit entre le chaman et le chef définit-il nos débats actuels sur l'intelligence artificielle? Nous avons vu la naissance de la technologie, d'une nouvelle hiérarchie, des guerres pour les ressources et du changement des dieux. Mais ce n'était pas une simple chaîne d'événements. C'était le codage d'une matrice, un algorithme universel en 4 étapes. Premièrement, une nouvelle technologie apparaît. Deuxièmement,
elle crée une puissance sans précédent. Troisièmement, cette puissance détruit l'ancien ordre social. Quatrièmement, l'ancien système de croyance entre en crise et se transforme. Nous vivons encore à l'intérieur de cette matrice de l'âge du bronze. De l'imprimerie à la bombe atomique et à Internet, l'humanité traverse. Sans cesse, les mêmes 4 étapes. Il est temps de rassembler les 6 clés de notre enquête et de voir cette image dans son ensemble. Rassemblons donc ces clés. Le premier pas de l'humanité loin de la nature n'a pas été fait au moment où elle s'est redressée sur 2 jambes, mais lorsqu'elle a frappé une pépite de cuivre. C'était un miracle, de la magie, un don des esprits, un monde où l'homme faisait partie de la nature, et ses anomalies éteignent la voix des dieux. Mais le mystère de la fonte a transformé le miracle en technologie. Ce fut la naissance de la première méthode scientifique, une connaissance qui peut être testée, répétée et améliorée. L'homme a cessé de simplement cueillir des fruits sauvages et a appris pour la première fois à planter des graines. Il est passé du don fortuit de la nature à un processus maîtrisé. Nous sommes passés de la question « Pourquoi cette pierre est-elle spéciale ?» à l'instruction « Comment puis-je fabriquer plus de pierres comme celle-ci ?» Ce glissement du « pourquoi » au « comment » est la naissance de notre monde. Ce nouveau monde exigeait de nouvelles règles. L'âge de bronze a rendu les anciennes lois caduques. Elle a engendré une nouvelle hiérarchie où le pouvoir n'appartenait pas aux plus sages, mais aux plus armés. Ainsi naquit la caste des guerriers et des rois. Une seule épée de bronze valait les réserves alimentaires annuelles d'une famille. Cela signifie qu'un guerrier armé équivalait économiquement à un foyer entier. Ce nouveau pouvoir a inévitablement conduit à des guerres pour les ressources, où ceux qui n'avaient pas accès à la technologie étaient condamnés. C'était un mécanisme où chaque victoire n'éliminait pas seulement l'ennemi, mais renforçait de manière exponentielle le conquérant. N'est-ce que pas sur le même principe que se construisent aujourd'hui les multinationales et les superpuissances, dont la puissance repose sur le contrôle des technologies? Maintenant, toute la chaîne des événements est devant vous. De la découverte fortuite à la technologie, de la technologie à l'arme, de l'arme au pouvoir et aux guerres, et pour finir, la chute des anciens dieux. Leur mort n'a pas été un hasard. C'était une conclusion logique. Lorsque l'homme acquiert un pouvoir qu'il attribuait autrefois aux dieux, il ne cesse pas de croire. Il commence à croire en autre chose, au progrès, à la science, à la force. Les anciens dieux meurent parce que l'homme assume leurs fonctions. Le paradoxe est que les premiers métallurgistes, ces nouveaux dieux, vivaient en moyenne 10 à 15 ans de moins que leurs congénères en raison de l'empoisonnement chronique à l'arsenic. Le prix de la connaissance était leur propre vie. Nous avons bouclé la boucle sur la chute des anciens dieux, mais nous en avons ouvert une nouvelle. Quel dieu meurt en ce moment même sous l'assaut de l'intelligence artificielle? Alors, qu'était-ce que ce don de Prométhée? D'un côté, le métal est une bénédiction. Il nous a donné les outils pour construire des villes, créer de l'art et développer la science. Sans lui, nous serions restés à l'âge de pierre. D'un autre côté, le métal est une malédiction. Il a engendré des guerres d'extermination, créé une inégalité monstrueuse et détruit notre lien avec la nature. Il nous a donné le pouvoir sur le monde, mais nous a peut-être privés de notre âme. 2 voies,
une seule décision que vous devez prendre pour vous-même. Alors, qu'a été le premier métal pour l'humanité? Une malédiction qui nous a privés de notre harmonie spirituelle, ou une bénédiction qui nous a donné la force de bâtir la civilisation? Écrivez un seul mot dans les commentaires, malédiction ou bénédiction. Voyons lequel l'emporte.